Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire qui commence sur la promotion de notre spécialité pour les personnels non médicaux. Comme d'habitude, pour ceux qui connaissent nos webinaires maintenant, on va commencer le temps que tout le monde se connecte. On va commencer par un petit sondage pour un petit peu connaître notre audience et laisser aux gens au maximum le temps de se connecter. Alors, juste pour vous donner une petite idée, on est sur un auditoire qui travaille déjà dans le domaine, visiblement, en tout cas pour les premiers qui étaient présents. Et puis, en termes de profession, on est sur une bonne moitié d'infirmiers et puis un peu de techniciens de laboratoire et ensuite autres. Je suis désolée, on ne peut faire que 5 catégories. Ce n'est pas de la discrimination, mais je n'avais pas la possibilité d'en mettre plus, donc j'ai dû mettre un autre. Du coup, bienvenue à tous. Moi, je suis Tuti, je suis copilote du GPRI. On a pris comme habitude de vous faire des petits webinaires sur différents thèmes qui vous intéressent. Et cette fois-ci, on avait à cœur de promouvoir un peu notre spécialité puisqu'on se rend compte qu'elle est encore assez méconnue dans pas mal d'aspects, même pour des gens qui exercent déjà en PRI. Et donc, aujourd'hui, on a fait un focus sur les professions non médicales. Et donc, on a essayé de vous faire un panel un peu large de toutes les possibilités
On va vous laisser la possibilité de poser des questions. Soit vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole à la fin si vous voulez poser des questions à l'oral. Sinon, vous avez un encart spécial pour les questions et vous avez Stéphane Savourou et Margot Fèvre qui sont là pour la modération pour ce webinaire, qui vont gérer cette modération, puis vous donner la parole, etc. et gérer ça tout du long. Et on va commencer par la première intervention, qui est l'intervention de Thierry Palport. Et je te donne la main, Thierry. Et je vais demander à tout le monde qui ne parle pas d'éteindre sa caméra. Bon webinaire. On voit bien Alors, votre bonjour. présentation. Ouais, parfait. Merci. Bonjour, merci Stuti. Je suis Thierry Pialport, donc je vais vous présenter le métier de biohygiéniste dans une unité de prévention et de contrôle de l'infection, celle de l'hôpital de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Donc tout d'abord, j'ai une formation de technicien de laboratoire médical. Donc le BTS d'analyse biologique et médicale apporte des connaissances solides en microbiologie médicale, en physiopathologie des infections, sur les antibiotiques, sur le mécanisme d'action et de résistance et les manipulations aseptiques. Je me suis ensuite spécialisée en hygiène hospitalière en passant le certificat en hygiène hospitalière de l'École nationale de chimie, physique et biologie, le NCPB, sous la direction de Madame Lavener. C'est une formation qui s'est arrêtée en 2013. Et j'ai passé le diplôme universitaire de gestion du risque nosocomial du groupe hospitalier Bichat Claude Bernard. J'ai souhaité ensuite évoluer professionnellement en validant un Master 2 en santé publique, parcours risques liés à l'environnement hospitalier de l'université Paris-Cité. Donc sur l'annuaire des CEPIAS, 120 postes de biohygiénistes sont répertoriés sur la France et en Outre-mer. L'activité des biohygiénistes s'inscrit dans les savoirs-agir et les savoir-faire du référentiel métiers et compétences des spécialistes en hygiène, prévention et contrôle de l'infection en milieu de soins de la SF2H. L'environnement des soins joue un rôle dans la survenue d'infections associées aux soins dans les établissements de santé. Différentes épidémies ont été publiées dans la littérature scientifique ou la presse. À titre d'exemple, on peut citer l'épidémie d'infection à Mycobacterium xenopie et la clinique du sport liée à l'eau, les épidémies de légionellose liées à l'eau chaude sanitaire, plus récemment une épidémie d'endocardite à mycobactéries atypiques en chirurgie cardiaque liée à l'eau des générateurs thermiques de circulation extracorporelle, les CEC, ou la transmission de bactéries résistantes aux antibiotiques liées à leur présence dans les réservoirs de siphons de lavabo, ou une épidémie à Klebsiella multirésistante liée à l'entretien des duodénoscopes en endoscopie. Donc il existe une fiche métier répertoriée sur le site internet du ministère du Travail. Et cette fiche métier détaille les activités de biohygiéniste autour de l'épidémiologie, les prélèvements d'environnement, le suivi d'indicateurs, la rédaction de documents qualité, la formation et la veille documentaire. Donc je travaille au centre hospitalier de Saint-Brieuc, c'est le 3e hôpital de Bretagne par sa taille, après le CHU de Brest et le CHU de Rennes. C'est un établissement de 734 lits en MCO, 52 lits en SSR et 484 lits en EHPAD. J'ai 3 principales missions. Donc la première, c'est les prélèvements microbiologiques d'environnement, d'eau, d'air, de surface et d'endoscope. Ensuite, l'interprétation et le suivi des résultats et des actions correctrices liées à ces analyses. Et la participation aux autres activités de l'équipe de l'unité de prévention et de contrôle de l'infection. Donc la première mission, donc les prélèvements d'environnement. Pour cela, je participe à l'élaboration du plan d'échantillonnage annuel des prélèvements d'environnement, la planification et la réalisation de ces prélèvements et des analyses et de la restitution des résultats, la rédaction des bonnes pratiques de prélèvement et d'analyse selon les normes et les recommandations en vigueur, ainsi que la rédaction des conduites à tenir en collaboration avec les services supports. Ensuite, je participe à l'organisation du circuit des résultats et la formation et l'habilitation des préleveurs et des personnes en charge de l'analyse selon les bonnes pratiques. Et ensuite, je participe aussi aux prélèvements ponctuels lors de travaux, d'investigations d'épidémies ou encore d'études.
Ces prélèvements et la réalisation de ces prélèvements nécessitent d'avoir une bonne connaissance de l'hôpital et des dispositifs médicaux, donc en particulier sur les réseaux d'eau en lien avec les services techniques, l'eau qui est utilisée en dialyse avec les techniciens biomédicaux et le pharmacien responsable. L'environnement dans les salles avec traitement d'air est contrôlé aussi dans les salles d'opération, les stérilisations centrales, les chambres protégées, la pharmacie à usage intérieur et la radiopharmacie, qui sont 2 unités de production de médicaments. Ensuite, je réalise des analyses d'eau, d'environnement et de qualité microbiologique des canaux d'endoscope dans les services d'endoscopie, la potabilité de l'eau au point d'usage dans les services de soins, la qualité de l'eau la qualité microbiologique de l'eau pour soins standards aussi dans les services de soins. Donc ça, c'est l'eau qui est utilisée pour faire des soins aux patients, notamment des toilettes. Et à Saint-Brieuc, je ne fais pas la recherche de légionelle dans l'eau chaude sanitaire parce que c'est une analyse qui nécessite d'avoir l'accréditation COFRAC. Voici un exemple de plan d'échantillonnage qui est défini selon les classes de risque de la norme 90 351. Donc, par exemple, c'est les classes de risque 3 et 4 avec les prélèvements dans la pharmacie, la médecine nucléaire ou au bloc opératoire qui décrit les lieux, les types de prélèvements ainsi que leur fréquence. Pour faire ces prélèvements, on utilise des aérobiocollecteurs. Donc, je vous ai présenté plusieurs modèles disponibles sur le marché. L'aérobiocollecteur permet de faire la culture des micro-organismes en suspension dans l'air. On fait également des comptages de particules avec différents types de compteurs de particules qui déterminent leur nombre en fonction de leur taille et permettent de classer les pièces par le degré d'empoussièrement. Ensuite, on utilise des rampes de filtration des liquides pour dénombrer les micro-organismes présents dans l'eau et les endoscopes et les techniques d'identification bactérienne utilisées dans le laboratoire de biologie médicale, ensuite pour identifier les micro-organismes. Les surfaces, elles, sont contrôlées à l'aide d'applicateurs qui permettent de standardiser la méthode. Donc, il faut faire attention au choix des milieux de culture car les applicateurs sont très souvent captifs des fournisseurs. Voici un exemple de culture avec identification des micro-organismes indicateurs, donc d'une contamination fécale. Ici, on retrouve Enterococcus fecalis. Je réalise donc des prélèvements selon le plan d'échantillonnage qui est validé par l'équipe de l'unité PCI, en me chargeant de la phase analytique, du suivi du rendu des résultats, de la gestion des commandes et des stocks et l'organisation de la maintenance des appareils que je vous ai présenté tout à l'heure. La création d'outils informatiques est nécessaire pour enregistrer les prélèvements et les analyses. Pour cela, on dispose du logiciel utilisé en biologie médicale et il faut s'adapter. Donc, le paramétrage des analyses environnementales doit permettre d'avoir un outil simple d'utilisation pour tous les utilisateurs, d'avoir des comptes rendus clairs avec des critères d'interprétation et de suivre l'évolution des résultats. Donc, au centre hospitalier de Saint-Brieuc, j'ai paramétré une pièce ou un dispositif médical égale un patient. Donc, sur l'exemple que vous voyez ici, pour l'endoscope, le nom de naissance va être son numéro de série, le nom d'usage, ça va être le type d'endoscope et son modèle, et le prénom, ça va être la marque, par exemple. Pour une pièce, on va prendre le numéro utilisé dans la GMAO en nom de naissance, le nom d'usage, le service, et le prénom, ça sera la pièce. Donc ici, la salle d'intervention numéro 1, par exemple. Donc la deuxième mission après donc cette phase de prélèvement et d'analyse que je réalise, c'est l'interprétation et l'exploitation des résultats et le suivi des actions correctrices. Donc pour cela, grâce au paramétrage informatique, je peux extraire des tableaux de bord qui permettent de définir les conduites, de suivre les résultats et ensuite c'est les conduites à tenir en lien avec le praticien en hygiène. Donc donc ici c'était un tableau de suivi des résultats des endoscopes, qui permet aussi aux services qui réalisent les prélèvements de suivre l'avancement de ce suivi. Ici, c'est un autre exemple qui vous montre le suivi des analyses de surface au lactarium, où on a tout le temps les mêmes surfaces qui sont prélevées 4 fois par an.
Donc d'autres missions qui sont répertoriées dans d'autres fiches de poste de biogénistes, c'est la participation à la surveillance épidémiologique des bactéries multirésistantes aux antibiotiques et des bactéries hautement résistantes émergentes, donc par les techniques de recherche par culture microbiologique ou par biologie moléculaire au laboratoire, et la participation au suivi épidémiologique. Donc l'organisation de ces recherches dépend de l'organisation même du centre hospitalier et du laboratoire. Ensuite, certains laboratoires font aussi l'analyse de lait maternel et participent au développement du COFRAC pour les analyses environnementales, COFRAC pour lequel nous n'avons pas d'accréditation ici. Donc la troisième mission, c'est le travail en équipe avec les autres membres de l'unité de prévention et de contrôle de l'infection. Donc, par la participation aux enquêtes épidémiologiques, au suivi des indicateurs, à l'élaboration des procédures de maîtrise du risque infectieux liées à l'environnement, à l'alimentation des carnets sanitaires eau, air et blocs opératoires par les résultats d'analyse, la participation aux réunions de l'équipe opérationnelle d'hygiène et du comité de lutte contre les infections nosocomiales, comité de l'eau, de l'air et aussi du comité de l'eau et des fluides pour l'hémodialyse. Ensuite, je participe au bilan d'activité annuel, à la mise en place de mesures de prévention et de leur suivi lors des travaux. Et je peux être amené à participer à l'investigation d'épidémies, à la formation à l'information des personnels et des étudiants et l'évaluation des pratiques de soins dans les services cliniques. Donc voici un exemple de sensibilisation à la perception du risque à l'hygiène des mains, donc avec des empreintes de main avec identification des bactéries. Donc ici, on retrouve du staphylocoque aureus sur des empreintes de main sur un milieu gélosé. Donc en conclusion, le technicien biogéniste au sein de l'équipe de prévention et de contrôle de l'infection apporte une vision globale de l'environnement dans l'établissement de santé. C'est un travail en équipe pluridisciplinaire et transversale avec le laboratoire, l'unité de prévention et contrôle de l'infection, les services techniques et les professionnels dans les services de soins. Donc il faut avoir certaines attitudes relationnelles pour exercer ce métier. C'est l'adaptation aux demandes qui sortent souvent de l'ordinaire, un relationnel développé avec les différents professionnels, puisqu'on est amené à échanger avec des plombiers, des soignants, des médecins, des pharmaciens, toutes catégories professionnelles de l'hôpital, des informaticiens parfois, et même les services économiques. Et ça nécessite également d'avoir une bonne réactivité dans le rendu des résultats en cas de résultats non conformes, par exemple. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions. Bon webinaire. Merci beaucoup pour votre présentation, Thierry. Effectivement, on a une question. On nous a demandé si vous aviez pu en fait paramétrer toutes vos analyses dans le logiciel informatique que vous utilisez pour la traçabilité. Alors oui, j'ai paramétré toutes les analyses d'eau, d'air, de surface et d'endoscope. Voilà. D'accord. J'utilise un logiciel aussi qui est assez facile à paramétrer. Donc ça, c'est une importance. Le choix du logiciel a une importance. D'accord. Merci beaucoup. Donc du coup, on va passer à la présentation d'après, donc de Yolène Carré sur le versant IDE au sein d'une EPRI avec un côté recherche. Donc, je vais vous donner la main. Hop. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Vous m'entendez? Oui, mais par contre, Yolène, on ne voit pas ton PowerPoint. Ouais. C'est tout bon, parfait. C'est bon? Ouais. Bon. Du coup, Nickel. on est bon. Je vais vous présenter un peu mes fonctions, mes missions et surtout en fait comment je me suis interrogée, je me suis lancée dans des démarches de recherche. Alors, je m'excuse d'avance, ça fait un peu ma vie, mon œuvre, j'aime pas trop ça, mais voilà, l'histoire, c'est l'idée de partager, donc en toute modestie. Donc, moi, je suis un pur produit CHU de Bordeaux. Je suis née au CHU de Bordeaux. J'ai fait mes études au CHU de Bordeaux et j'ai toujours travaillé au CHU de Bordeaux. Pendant mes études d'infirmière, j'ai quand même travaillé en tant qu'aide-soignante à partir de la deuxième et troisième année, les week-ends et les vacances scolaires, hors du CHU de Bordeaux. Mais c'est vrai que j'ai un cursus très chu. Au CHU, j'ai travaillé en chirurgie traditionnelle, en ambulatoire, aux urgences, bloc-op et SSPI et soins intensifs avant d'intégrer avant d'être hygiéniste.
Donc, dans ces services-là, j'étais correspondante en hygiène. Et du coup, à un moment donné, pour être un bon relais entre l'UPCI, l'unité de prévention et contrôle des infections, hein, c'est comme ça qu'on appelle le service d'hygiène ici, et mes collègues, du coup, j'avais besoin de bien comprendre, etc. Et ce qu'on apprend à l'école d'infirmière nous donne un certain nombre de bases, mais pas forcément tout. Du coup, je me suis lancée dans le début d'hygiène hospitalière que j'ai eu en 2012. Et là, j'ai découvert le monde de l'hygiène. Du coup, dès que l'occasion s'est présentée, j'ai postulé et donc je suis à l'UPCI du CHU de Bordeaux depuis 2014. Alors, c'est une fonction multiple facettes. La plupart d'entre vous l'a bien perçu. On a quand même des organisations qui sont assez hétérogènes à l'échelle nationale en fonction de nos équipes d'hygiène. Ça s'explique aussi en partie par rapport à la constitution des équipes et de l'établissement où on est, puisque forcément, si on est dans une grosse structure par rapport au quota, on peut être en forme d'équipe. Alors que si on est dans des petites structures, on est plutôt isolé et dans ce cas-là, on va réseauter avec les collègues des établissements autour. Donc en fait, les missions peuvent être assez hétérogènes et le référent social métier étant pas spécifique aux infirmières, du coup, chacun un peu a pas forcément tout à fait les mêmes activités. Donc je vais vous présenter rapidement, je vais aller assez vite sur les activités qu'on a nous ici à l'équipe d'hygiène CHU et pour en arriver à pourquoi je me suis lancée dans des démarches de recherche et qu'est-ce que ça nous a apporté. Donc nous, on a un établissement d'un peu plus de 3000 lits. Le service, il est composé de 2 unités, l'UPCI et le LME. Le LME, c'est le laboratoire de microbiologie de l'environnement, donc je ne vais pas détailler parce que c'est ce que vous a expliqué Thierry juste avant. Et donc, à l'UPCI, on est 6 infirmières. Nous, dans notre organisation, on est sectorisé par pôle d'activité, c'est-à-dire que on fait toutes les missions sur notre pôle en binôme avec un praticien. Et donc, moi, par exemple, mes pôles d'activité, c'est cardio-thoracique, réanimation cardiaque, digestive et thoracique, et SAMUS Mio-Urgence. Et en plus, au sein de l'équipe, on essaie chacune de développer une expertise pour être aux ressources, en fait, pour les collègues. Donc, moi, j'ai une expertise sur les cathéters. Quand j'ai développé cette expertise-là, j'ai une de mes collègues qui a l'expertise sur l'endoscopie, ce qui fait que comme ça, si on a des besoins ou autres, on sait qu'on a quelqu'un qui est à jour, normalement, sur la thématique. Et après, voilà, si on fait l'ensemble des missions qui sont décrites dans le référentiel métier, donc notamment les investigations, gestion d'épidémie, traitement de signalement. Et par rapport à ça, nous, en tant qu'infirmières, on participe à ces investigations, au recueil de données et au questionnement. Et c'est vrai que des fois, on n'en a pas forcément l'habitude tout au début en tant que jeune hygiéniste, mais c'est intéressant d'aller lire un peu la littérature pour voir les autres, qu'est-ce qui a été publié, qu'est-ce qu'ils ont retrouvé dans la même situation que nous, etc. Et c'est là où, contrairement à quand j'étais infirmière de terrain, on ne le fait pas forcément, où j'ai commencé un peu à lire tout ça. Alors, je vous rassure ou pas, au début, j'avais un niveau d'anglais seconde terminale, de lycée. Et à force de lire, en fait, finalement, ça se fait assez bien. Et ça aide quand même par rapport à ça. Mais voilà, le questionnement de la littérature scientifique et des données probantes a commencé au fur et à mesure où j'étais jeune hygiéniste. On participe bien sûr à tout ce qui est, on passe dans les services pour les enquêtes de prévalence pour relever le nombre de patients infectés par rapport aux patients présents, on fait les retours des résultats au service, on échange, on essaie de trouver des axes d'amélioration. Donc ça, c'est des choses, je vais passer assez vite. On élabore les recommandations et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a amené à me questionner sur les données probantes et comment se positionner. Parce qu'on a les recommandations nationales qu'au niveau des équipes d'hygiène, on retranscrit en fonction de notre contexte local. Et du coup, en fonction de la recommandation, de l'amplitude de choix qui nous laisse, comment on se positionne, pourquoi on fait tel choix et pas tel choix. Donc ça, voilà, en tant que jeune hygiéniste, au fur et à mesure, je me suis questionnée sur comment on certifie, comment les données sont produites, les preuves, etc. Donc ça m'a amené dans mes questionnements de recherche. On élabore tout ce qui est aussi programme de prévention, gestion, maîtrise de l'antibiorésistance, donc tout ce qui va être suivi des patients BHRE, tout ce qui va être réflexion sur l'organisation des soins, l'organisation des pratiques autour de la gestion des excrétas. On évalue les pratiques par des audits. Donc ça, c'est des choses intéressantes puisque on arrive à construire des outils de formation, d'amélioration des pratiques. Donc là, c'est un exemple d'un signalement d'une infection sur VVP. On avait fait une investigation avec un audit d'observation et du coup, dans les axes d'amélioration, l'outil qu'on avait choisi, c'était de faire un film
pour diffuser les bonnes pratiques de poste. Donc, voilà, des activités assez variées et sympathiques, mais qui nous obligent toujours à être à jour et à faire les bons choix. Et après, on a aussi tout le versant sur les travaux, les aménagements, donc que ce soit des nouveaux bâtiments avec les visites de chantier, participation aux réflexions pour remonter les besoins des utilisateurs et savoir est-ce que dans quelle configuration il vaut mieux faire. Là, on a beaucoup travaillé sur les CEC, là, les générateurs thermiques de CEC, qui sont un gros souci au bloc, et finalement le positionnement, la place qu'il faut pour entretenir ce matériel. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, on est inclus dans les discussions en tant qu'infirmière. Et après, ça va aussi sur des aménagements plus simples, des réaménagements de paillasse ou autres pour la gestion des dispositifs médicaux. Donc tout ça, on participe et tout ça, on est tout le temps en questionnement sur comment optimiser, comment mieux faire les choses, etc. Comment aider les soignants à respecter les recommandations. Et après, bien sûr, comme l'a dit Thierry, il y a la partie formation, donc la formation dans les instituts de formation initiale, la formation en formation continue, dans les secteurs de soins. Et du coup, toujours cette nécessité d'être à jour sur les recommandations, de savoir expliquer, argumenter les choix qui sont faits et les positionnements qui sont pris. Et par rapport à ça, donc, je me suis dit qu'à un moment donné, c'est intéressant de voir comment les recommandations nationales sont faites, comment aussi moi, je peux contribuer à tout ça. Et du coup, j'avais postulé pour le CA de la SF2H. Et donc, je suis entrée au conseil d'administration en même temps que Thierry, du coup, à l'époque. Et ça, je suis désolée, j'avais pas demandé la permission des photos, mais voilà, en 2017. Et alors là, du coup, j'ai eu l'opportunité de participer à des groupes de travail, notamment les recommandations sur les KT-périphes en 2019, et des commissions, la commission internationale, où on voit un peu d'autres façons de penser, d'autres organisations, et ça alimente encore notre réflexion, et ça alimente l'envie de se questionner. Et notamment par rapport au cathéter vasculaire, en fait, on se rend compte que y a plein d'éléments sur lesquels on n'a pas donné de la littérature pour se positionner. Et donc, j'avais un questionnement qui était né à ce moment-là sur la technique d'application des antiseptiques avant la pose d'un accès vasculaire. C'est une grande question chez les infirmiers. Enfin, moi, à l'époque, quand j'ai fait mon école, fallait faire l'escargot, et si on passait 2 fois au même endroit avec la compresse, c'était éliminatoire. Et donc, finalement, il y a eu quand Chlora-Prep est arrivé, Chlora-Prep nous demande de faire de l'aller-retour. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de se lancer dans une démarche de recherche. Donc, nous, au CHU de Bordeaux, en formation continue, on a une petite formation d'initiation à la recherche. Donc, j'ai commencé par ça pour voir où j'allais. Du coup, ça m'a pas mal plu. Donc, je me suis lancée dans le DU de recherche à l'Université de Bordeaux. Et le DU de recherche, il est fait de telle sorte qu'au fur et à mesure des sessions, on écrit notre protocole. Donc, on fait d'une pierre deux coups, parce qu'il faut être stratégique quand on fait des études en complément de son activité à 100%. Et donc, en fait, j'ai écrit mon projet de recherche. Et une fois qu'il était finalisé, j'ai candidaté pour avoir de l'argent pour le faire. Et donc, j'ai été prise pour l'appel d'offres l'AOI, c'est l'appel d'offres interne du CHU de Bordeaux, donc qui a financé mon projet. On a conduit le projet au sein du service et on a publié le projet. Et donc, on a eu une réponse à notre questionnement et du coup, on a pu nous mettre à jour notre protocole interne en se positionnant en fonction des résultats de cette recherche. Alors, si je n'avais pas le temps d'aller les lire, finalement, il n'y a pas de différence entre les deux techniques. Donc, voilà. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie d'aller plus loin parce qu'il y a plein de choses à faire, mais je manquais quand même encore de méthodes qui, du coup, peuvent aussi être intéressantes dans nos activités d'hygiéniste. Donc, je me suis lancée dans le Master 1 de santé publique. En maintenant mon activité à 100%, du coup, à l'Université de Bordeaux, ils nous permettent de faire le Master 1 en 2 ans. Et on fait la moitié des unités d'enseignement une année et l'autre moitié une autre année. Et c'est en e-learning. Du coup, je travaillais la nuit. Et puis, à ce moment-là, il y avait le Covid en même temps. Donc, ça a été 2 années sympathiques, mais je m'en suis sortie, donc c'est faisable. Je vous ai mis rapidement, là, c'est le contenu du master. Je ne vais pas tout vous détailler, mais en gros, il y a beaucoup d'éléments sur les méthodes, tout ce qui est statistique, que moi, je ne connaissais pas du tout avant, parce que je n'avais pas les prérequis sur ça, et qui ont été vraiment très, très formateurs et qui me sont très utiles. Et donc, à la fin du Master 1, on fait un stage. Et donc, j'ai fait mon stage dans mon unité de prévention et contrôle des infections.
avec une thématique qui nous intéressait. Donc, comme ça m'a permis d'utiliser en pratique ce que j'avais appris pendant le master en tant qu'infirmière hygiéniste. Et donc, on a fait un travail sur les facteurs contributifs de transmission croisée, donc de Covid nosocomiale, au sein des services de soins. Et du coup, après, le travail a été publié pour communiquer sur ce travail-là et les réponses qu'on avait trouvées. Donc, comme j'étais sur la lancée, qui dit Master 1 dit Master 2, donc j'ai fait le Master 2 dans les mêmes conditions. Hein, pareil, on peut le faire en 2 ans. Donc, j'ai fait le Master 2 en 2 ans, donc en e-learning, pareil. Donc là, ça va un peu plus en profondeur sur les méthodes. Mais il y a aussi toute une partie santé environnementale, évaluation de santé, tout ce qui est déterminant de santé qui peut être pas mal intéressant dans les actions qu'on fait de sensibilisation, de prévention. En fait, c'est tout ce qui va être un peu comportement et tout ça, et c'est pas des choses où forcément j'avais trop de connaissances, donc c'était riche. Et après, on développe la partie statistique aussi, donc c'est intéressant. Et j'ai fait mon stage de fin de Master 2 à l'entrepôt de données de santé du CHU de Bordeaux, parce que comme ça a permis de l'exploiter et de faire un lien un peu plus important au niveau paramédical entre l'équipe d'hygiène et l'entrepôt de données de santé. Et j'ai fait un travail qui était intéressant pour le service d'hygiène autour des infections post-laminectomie. Donc, le travail est en cours. Le travail est fini. C'est le processus de publication qui est en cours. Donc, je n'ai pas de visuel à vous montrer. Mais voilà, l'objectif, c'est aussi de le publier pour partager ce qu'on a trouvé. Là, maintenant, j'arrête un peu de faire des formations pour exploiter bien tout ce que j'ai appris au sein de l'UPCI. Donc, l'idée, c'est de continuer à aider en fait à faire le lien pour tout ce qui est surveillance avec l'entrepôt de données de santé. On a mis en place des ateliers de lecture critique d'articles au sein du service, parce que c'est vrai que nous, au niveau infirmier, un mois avant de faire tout ça, le début de recherche et les masters, on n'a pas forcément les prérequis pour faire de la lecture critique, sauf que c'est quand même super intéressant de savoir le faire dans nos démarches d'investigation, de révision de protocole, etc. Et du coup, tout ce que j'ai appris, je le retransmets comme ça à mes collègues. Donc, ce sont des petites sessions en fonction des questions qui émergent au sein du service, tous les mois, sur la thématique. En fait, je cherche des articles, je les traduis, et puis il y a 2 personnes du service qui sont volontaires pour nous en faire la lecture critique. Et du coup, je les accompagne en fonction des besoins, et ça suscite des échanges, et c'est vraiment hyper intéressant. Je suis investie aussi au niveau de l'accompagnement des chercheurs paramédicaux du CHU de Bordeaux, donc dans l'aide de la rédaction dans l'aide à la rédaction des projets de recherche, pardon. Et là, au niveau de la SF2H, avec le CA, à la demande du GEPRI, on a monté une formation chargée de bibliographie. Donc, on va tester cette année à voir ce qui toujours dans l'idée de poursuivre et exploiter un peu tout ce que j'ai appris pour le retransmettre à tous ceux que ça pourrait intéresser. Donc, en conclusion, infirmière UPCI, c'est un métier passionnant. Je suis loin d'avoir fait le tour. C'est un métier au champ hyper vaste. En fait, il y a plein de formations et de spécialisation entre guillemets qu'on peut faire et qui peuvent nous permettre de développer des actions en fait dans nos domaines, mais qui sont complémentaires dans d'autres domaines, mais qui sont complémentaires à la PCI. Et en fait, c'est vraiment un domaine pluriprofessionnel, et c'est ça qui est hyper enrichissant. Et donc, du coup, ça augmente le champ des possibles. C'est top. Merci. Merci beaucoup, Yolène. C'est vrai que tu as un parcours qui est particulièrement inspirant avec non, c'est vrai, avec toutes ces recherches et puis ton expertise du coup sur ces recherches-là. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes qui ne feraient pas forcément un Master 2, un Master 1, mais qui débuteraient en recherche, qui débuteraient en bibliographie, voilà, des petits conseils pour déjà mettre un premier pied dedans et puis finalement se dire que c'est faisable, quoi. C'est faisable. Ouais. Je pense, alors on s'en fait on s'en fait une montagne entre guillemets, c'est pas bien dit, mais c'est vrai qu'au début ça fait un peu peur, surtout si on maîtrise pas forcément l'anglais. Mais je pense moi j'ai commencé vraiment, en arrivant à l'hygiène, on est un peu obligé de lire, on s'intéresse, tout ça. Et au début on se dit, on se limite aux articles en français, mais c'est déjà un début. Et en fait c'est surtout de se questionner comme quand on fait une investigation sur le terrain, quand on lit l'article, qu'est-ce qui nous manque comme information?
c'est pas critiquer pour critiquer, hein. Bon, sûr, la critique est facile, hein. C'est vraiment juste se dire, voilà, qu'est-ce qui manque comme information? Ok, du coup, les résultats, les conclusions de la personne qui a écrit l'article, est-ce que vraiment, c'est pas parce que c'est écrit que c'est 100% vrai. Et je pense que d'avoir cette démarche de se questionner, et ensuite, après, dans les formations, en fait, finalement, il y a Rachel après qui va parler de formation, mais il y a plein de formations qui sont accessibles pour la lecture critique, avec des formations toutes simples et assez rapides sur comment on lit un article. Il y a des choses qui sont assez didactiques et très bien faites. Et après, il y a des formations un petit peu plus complètes et poussées. Et moi, c'est pour ça que j'avais fait cette première formation, là, une initiation à la recherche. Et c'est plutôt bien parce que c'est pas très long. Et on voit de suite si on est fait pour ça ou pas, parce qu'on n'est pas, c'est pas qu'on n'est pas fait pour la recherche ou pas, c'est que il y en a qui sont bons pour juste se questionner et ça fait avancer les choses, c'est très bien. Et il y en a qui sont plutôt, qui ont plus d'appétence pour vraiment lire beaucoup de choses, écrire, etc. Tout ça, en fait, c'est un tout en fait, on fait jamais de la recherche tout seul, ça n'existe pas. Moi, j'ai jamais été seule, entre guillemets, dans ce que j'ai fait. Ouais. Donc, Tu as toujours été accompagnée et du coup, tu as réussi. Voilà, il faut se lancer et après trouver les bons accompagnateurs et puis finalement. faut partager avec les collègues, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense ça. Enfin, faut pas penser qu'on on le fait tout seul. C'est pas. Et après, toi, en termes de gestion d'emploi du temps, vu que tu étais quand même 100% sur ton activité aussi dans l'UPRI, est-ce que tu as eu un emploi du temps que tu as pu aménager un petit peu pour quand même te concentrer? Non. Donc, tu as combiné les deux de front, mais tu y arrivais. Oui, c'est pour ça que c'est pas insurmontable. Alors après, je sais pas comment sont. Je suis pas plus efficace qu'une autre. Hein. En fait, je sais pas comment sont faits les masters dans les autres universités, mais nous, sur celle de Bordeaux, on a la chance avec le format en e-learning. En fait, les modules s'ouvrent au fur et à mesure du temps et on les travaille quand on veut. Donc, du coup, la nuit, puisque nous, à l'équipe d'hygiène, on est 2 jours et que j'ai des enfants et tout ça, faut s'en occuper un peu. Et alors, il y a des classes virtuelles aussi. La journée, bon, moi, j'ai pas pu y assister parce que j'étais sur mon poste d'hygiéniste. Mais bon, après, en fonction des aménagements qui sont possibles, ça peut aider. Mais non, oui, le seul moment où j'ai pas été sur mon temps de travail, c'était pendant les temps de stage, en fait. Donc, mais après, c'est pas insurmontable. Il y a des choses. Non plus. Et après, effectivement, on peut aussi bénéficier d'un aménagement ou alors voilà, de trouver du temps après, effectivement, via des masters qui sont en e-learning qui permettent de du coup s'organiser entre guillemets comme on veut pour faire ces formations en parallèle du travail quotidien. En tout cas, merci beaucoup. Hélène. Il y aura potentiellement d'autres questions après. On va passer du coup la main à Rachel qui va peut-être aussi permettre de faire un petit point un peu plus sur les formations qui sont disponibles. Rachel, voilà, tu as la main ou je te la donne. Hop, je te la donne. Et là, est-ce que tu as la main normalement? Ouais. Est-ce Ouais. que vous voyez mon diaporama du coup qui va s'ouvrir? C'est bon, moi, ça passe? moi, je ne l'ai pas, non. Ah. Je recommence la manip. Ah, c'est bon. Alors, du coup, c'est reparti. Ah, flûte. Flûte. Donc là, on a ton diaporama. Est-ce que tu peux le passer en mode C'est bon, alors présentateur? ça va fonctionner. Ça y est. Est-ce que ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne. Super. Donc, je passe la main tout de suite. Merci. Donc, merci à toute l'équipe du GEPRI de m'avoir invité à vous parler d'un sujet intéressant qui est la formation initiale et la formation continue et autour du thème de la prévention du risque infectieux. Et au préalable, je vais me présenter. Donc, je suis Rachel Dutrey, je travaille au CEPIAS Nouvelle-Aquitaine je suis dans la région depuis 2010 et je suis de filière infirmière où j'ai passé mon diplôme d'infirmière en 1996. Je suis cadre de santé depuis 2007
et hygiéniste donc depuis 2010. Et je suis au CA de la C2H depuis 2015. Je suis dans mon deuxième mandat. Et dès le premier mandat, donc dès 2017, depuis 2017, je suis pilote de la commission formation et DPC de la C2H. Donc, vous pouvez nous voir sur le congrès essentiellement pour animer tout ce qui est formation autour du congrès. Donc, je vais vous parler de ce qui est la formation initiale, la formation continue et du thème de la prévention du risque infectieux. Et pour cela, donc, j'ai regardé un petit peu ce qui était nos professions d'hygiénistes non médicaux qui étaient présents aussi bien, je dirais, au congrès, voire même dans l'annuaire des CEPIAS, et on retrouve des infirmiers majoritairement, mais aussi des aides-soignants de façon beaucoup plus rare, quelques manipulateurs en électroradiologie, des techniciens de laboratoire qui sont devenus biohygiénistes, et des préparateurs également en pharmacie hospitalière, ce que l'on retrouve, je dirais, de formation initiale pour nos métiers. Pour les préparateurs en pharmacie, ils ont, je dirais, un gros bloc de gros volume horaire de cours sur la prévention des risques infectieux. Les techniciens de laboratoire, Thierry vous en parlerait beaucoup mieux que moi. Et puis on voit que les manip radio, les aides-soignants, les infirmiers, en fait, vu que ce sont des professions qui font des soins, je dirais, certes de base pour les aides-soignants, mais plus techniques pour les manips et pour les infirmiers, ils ont des compétences communes que l'on retrouve donc dans leur référentiel de formation, notamment pour les manips radio, on retrouve dans leur référentiel de compétences tout ce qui est en lien, je dirais, les stages en lien avec les soins infirmiers. Ils ont une compétence entière sur la mise en œuvre donc des normes et des principes de qualité, d'hygiène et de sécurité et de la qualité des soins. Même chose pour, je dirais, pour les aides-soignants. Ils ont un référentiel autour de la compétence d'entretien de l'environnement immédiat de la personne. Le référentiel a été modifié récemment en 2021 de souvenir. Et c'est toujours en lien avec l'entretien des locaux, mais ça se base évidemment sur ce qu'on peut connaître autour, je dirais, de la prise en charge, précautions standards et précautions complémentaires, qui est bien détaillée dans leur bloc 4 et compétences 8 et 9, et sur lequel les hygiénistes peuvent largement intervenir. Et on a également donc aussi dans les publics hygiénistes donc non médicaux, les infirmiers. Donc là, avec un référentiel de compétences complet, avec notamment la compétence 210, qui est abordée dès le semestre 1, qui s'appelle infectiologie et hygiène. Et je dirais que la prévention de risques infectieux, en fait, est une compétence fil rouge à mobiliser tout au long, je dirais, de cours théoriques, mais aussi également à mobiliser lors des stages. Et c'est pour cela aussi qu'on a travaillé à la C2H, j'ai pu faire partie de ce thème-là. C'est le socle commun de compétences de connaissances minimales en prévention des infections et antibiorésistance et produits de santé de la filière donc maïeutique, médecine, odonto, pharmacie et soins infirmiers. Donc, qui a été, suite à une saisine, qui a été co-construit et pour lequel on a interrogé donc des formateurs et ainsi que des organisations étudiantes qui nous ont bien aidés, donc à, je dirais, entre autres, à émettre une liste de compétences à acquérir avant le premier stage en situation de soins, ce qu'on retrouve dans l'annexe 1 de ce socle commun. Et on voit qu'on a listé 13 compétences qui pour nous semblaient vraiment essentielles à, je dirais, à acquérir avant de partir en situation et pour sécuriser les soins et la qualité de la prise en charge autour du risque infectieux. Voilà, donc je vous laisse le lire, vous pouvez les retrouver donc sur le document. Chaque fois, je vous ai mis des liens où vous pouvez cliquer en allant revoir le diaporama. Donc tout ça pour vous dire qu'on a des métiers qui sont divers et variés et que déjà en formation initiale, la prévention de risques infectieux est intégrée dans les programmes de formation. Et ça veut dire que du coup, les professionnels de la PRI peuvent intervenir dès la formation initiale pour amener ces compétences, je dirais, communes à tout le monde. Donc maintenant, du coup, si on passe donc la formation initiale, on va passer à la formation continue. Alors bien souvent, on vous dit, est-ce que si vous allez donc à votre service de formation, on va vous demander si la formation est DPC ou si elle est Calliope. Alors ça, c'est un petit peu exotique des fois comme question. Donc à partir du moment où c'est proposé par la C2H, c'est possiblement les deux. Et c'est qu'est le DPC? En fait, c'est le développement professionnel continu.
toutes les professions que j'ai citées auparavant sont concernées par ce DPC. Donc, il faut que l'organisme soit agréé DPC, donc par l'Agence nationale du DPC. Et l'ANDPC donc valide les programmes qui sont proposés par ces organismes agréés et selon des orientations nationales prioritaires qui sont élaborées pour 3 ans, avec des fiches de cadrage bien spécifiques, notamment pour nos métiers. On a une orientation qui serait une orientation 2, donc qui est prévention des infections et l'antibiorésistance, qui s'adresse à tous les publics, mais l'ANDPC, depuis 2023, a pour souhait de n'avoir en classe que les mêmes catégories professionnelles. Donc, typiquement, un technicien de laboratoire ne pourra pas partager une formation sur l'orientation 2 avec une infirmière. Il faudra que chacun ait ses objectifs bien spécifiques. Donc, c'est pour cela qu'on a arrêté les programmes DPC inscrits à l'ANDPC depuis l'an dernier au niveau de la S2H. Par contre, en DPC, vous avez également des formations qui sont proposées, spécifiques, je dirais, cœur de métier. Pour les infirmières, typiquement, il y a des formations avec des orientations autour des plaies, des soins sur les perfusions. Pour les manips, on va avoir sur tout ce qui est autour de la radiothérapie. Pour les techniciens laboratoires, j'ai vu qu'il y avait également un axe prioritaire sur le séquençage. Mais c'est des choses, vous voyez, qui sont vraiment à la marge de la prévention de risques infectieux, mais qui sont pour autant bénéfiques à notre profession en général. Donc ça, c'est, disons, je dirais, c'est le petit plus du DPC, mais ça peut être aussi, en tout cas, ce qui sera demandé, en tout cas pour la prise en charge de vos frais de formation, c'est la certification Calliope de l'organisme de formation, auprès duquel vous allez vous inscrire, aussi bien pour une VAE que pour un accompagnement, typiquement un bilan de compétences ou autre. Donc, dès qu'on rentre en apprentissage ou qu'on fait appel à un organisme de formation, il faut vraiment vérifier que l'organisme de formation est certifié Calliope. En tout cas, c'est un gage de qualité. Ils ont suivi un référentiel de certification et le certificat est à renouveler tous les 3 ans pour l'ensemble de ces organismes-là. Donc, votre organisme de formation continue vous demandera si c'est le cas. Et auquel cas, vous serez du coup remboursé de vos frais de formation. Donc ça, c'est un petit peu la spécificité, je dirais, des formations continues et des soignants que nous sommes aussi et des professionnels de santé que nous sommes. Et donc, également, si j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin dans la formation continue, notamment pour la prévention de risques infectieux et se former au métier donc de la PRI, notamment, nous avons un texte, on a arrêté, j'ai une voisine de bureau qui est IBOD et qui m'a dit, tu sais, il y a un arrêté qui permet notamment donc aux étudiants IBOD soit de faire le DU, soit de valider des compétences quasiment similaires, donc vu le volume horaire qu'ils ont dans leur formation d'IBOD et qui leur permet donc d'acquérir les compétences du métier d'hygiéniste. Et ça, c'était déjà, le référentiel a été revu en 2022, mais il reprécise cela dans l'article 2, mais précédemment, c'était également le cas. Et puis, nous avons donc ce qu'on en a fait pour la plupart d'entre nous, des DEU ou des DIU pour interuniversitaires. Et vous retrouvez tout cela sur le site du REPIAS, notamment dans l'onglet formation. Vous avez une petite page qui s'appelle l'e-métier la PRI, avec une carte interactive où vous pouvez aller cliquer et cliquez sur la ville de votre choix, vous tombez sur la page d'inscription pour chacun, je dirais, des DU choisis. Vous avez les modalités administratives, mais aussi les contacts, les tarifs et autres. Donc, c'est interactif et ça fonctionne très bien. Donc, vous pouvez choisir votre DU et DIU. Et puis, il y a également une plaquette du GEPRI qui est proposée sur cette page, donc qui présente le métier d'infirmière hygiéniste. Donc, tout ça, c'est à retrouver sur le site du REPIAS, préventioninfection.fr. Puis, j'ai essayé donc d'aller un petit peu plus loin pour vous dire que, en fait, on allait se former au même métier. Et tout cela, on le retrouve dans le référentiel métier, donc qu'on a partagé sur le site de la S2H et qui date de mars 2018. Donc, c'est un véritable référentiel de compétences qui a été coécrit avec le BOTERF, qui est un maître, je dirais,
du décortiquage des métiers et des savoirs agir, des savoir-être et des savoir-faire. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui a été très, très bien écrit et c'est vraiment notre socle, je dirais, métier pour tous. Et pour conclusion, je dirais que c'est un métier qui est merveilleux. Si vous doutez, n'hésitez pas à venir nous voir. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Rachel pour ta présentation très complète avec un panel de formations qu'on peut faire pour s'orienter vers le métier de la PRI. Une question qu'on avait, nous, c'était par rapport au statut des IPA, en fait, notamment en prévention du risque infectieux, savoir qu'est-ce que tu en pensais, comment ça pourrait se profiler dans les années à venir. J'ai failli en parler. Oui. Puis je me suis dit, comme le problème, c'est qu'on a soumis un dossier, donc avec, justement, on a pris, je dirais, le référentiel métier de la S2H. Donc, j'ai parlé, on a vu les compétences infirmières, les compétences qui nous restaient peut-être à acquérir et qu'on pourrait donner aux IPA. Donc, c'est aujourd'hui Pascal Lechaise, qui est la vice-présidente à la S2H, qui a repris également le dossier avec Philippe Berthelot. Et un dossier a été redéposé il y a 3 semaines au niveau du ministère pour essayer donc de faire entendre à nouveau notre voix et inscrire donc la PRI dans les programmes IPA. D'accord. Voilà. Très bien. Donc c'est en cours d'élaboration et j'espère que ça verra rapidement le jour. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. On va passer du coup à la présentation suivante qui est Mélanie Manarin qui va nous présenter son parcours qui l'a amené à faire de la prévention des risques infectieux en tant qu'infirmière donc en établissement privé. Je te donne la main. Normalement, tu l'as. Oui, c'est bon, merci. C'est bon. Est-ce que je réduise? Mince. Excusez-moi. Donc c'est bon, on voit bien ton diapo. Oui, vous voyez bien là? Ouais, c'est parfait. Ah, là, on voit plus. Excusez-moi, je ne vois plus mon écran. Là, nous, c'est bon. On l'a de nouveau. Hop. Petit moment de solitude pour moi. Est-ce que vous voyez toujours? Là, on voit ton dossier PowerPoint, mais il n'est pas en plein écran. Mince. Là. Ah, ça ne maintient pas, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Si tu peux pas te mettre en mode présentateur, sinon tu peux réduire un petit peu les diapos sur le côté et on voit quand même ton écran. Ok. Oui, après on voit bien quand même. Ouais. Comme ça va? Là, c'est parfait. Là, c'est bien. Hein. Super. Excusez-moi. Pas de souci. Donc, moi, c'est Manarin Mélanie. Donc, je voulais vous faire un petit retour d'expérience par rapport à mon parcours en tant qu'infirmière spécialisée en prévention du risque infectieux. Donc, je travaille actuellement à l'hôpital privé du Confluent à Nantes. Donc, c'est une structure privée MCO de plus de 500 lits avec 1200 salariés environ sur l'établissement. Donc, mon but aujourd'hui était de vous montrer un petit peu mon parcours. Donc, j'ai commencé en fait après le bac, j'ai fait 2 ans de licence en biologie avant d'intégrer l'école d'infirmière quand j'ai été diplômée en 2010. Donc, je n'étais pas sur la région nantaise, mais sur la région morbihanaise à l'époque. Je suis arrivée sur Nantes en 2011 où j'ai intégré un pool technique au sein de l'hôpital privé du Confluent. Donc, je travaillais notamment aux urgences, en chirurgie digestive et orthopédique et aussi aux soins intensifs post-chirurgie.
Notamment, ce service-là m'a beaucoup plu. Donc, je suis restée sur ce service-là à partir de 2013 au service des soins intensifs post-chirurgie polyvalents. Donc, c'est un service où les soins sont très diversifiés, où il y a une exigence qui est importante dans ces services-là et qui sont très formateurs. Donc, on avait tout type de chirurgie sur l'établissement ainsi que des patients venant des urgences. Donc, c'était un service très formateur. En 2015, on m'a proposé d'être référente en hygiène au sein de mon service. Donc, ayant la curiosité en fait d'aller plus loin en fait dans mes pratiques et de pouvoir bien appliquer mes pratiques au quotidien, avoir les bons gestes, appliquer les bons protocoles, être sûr aussi que les protocoles soient récents au vu des nouvelles recommandations qui pouvaient être publiées. J'étais toujours très curieuse de la nouveauté. Donc, j'allais de par moi-même chercher un petit peu sur Internet, sur les réseaux, pour avoir de l'information concernant l'amélioration de nos pratiques. En 2015, les formations qu'on avait en tant que référente en hygiène étaient assez théoriques. Il y avait beaucoup de moments en fait qui étaient théoriques. Donc, j'avais besoin d'aller plus loin et on m'a proposé en fait de participer à plusieurs journées nantaises d'hygiène hospitalière qui étaient proposées par l'association Gralin à l'époque, parce que du coup, l'association s'est dissoute l'année dernière. Et là, ces journées en fait d'hygiène hospitalière étaient vraiment très riches pour moi. Je ressortais toujours hyper satisfaite de ces journées, avec toujours plein de questionnements, de l'envie aussi de mettre en pratique ce que j'avais pu voir et puis pouvoir faire évoluer les choses sur mon établissement. Ensuite, en 2020, il y a eu cette fameuse crise Covid. Et sur mon service a été transformé en service de réanimation. Donc, oh, excusez-moi, il y a un petit bug. Vous voyez toujours mon écran? C'est tout bon, Mélanie. Oui. Ça saute un peu. Sinon, tu peux juste te mettre sur ta diapo, comme tu veux. Laisse ton fichier comme ça, peut-être, ouais, parce que... Là, c'est J'ai bon. beaucoup touché, je pense qu'il y a un souci de connexion, mais voilà. C'est bon là. Donc en juin 2020, donc après le début de la première vague Covid, l'équipe d'hygiène est venue me chercher dans le service pour venir alimenter, renforcer l'équipe de l'équipe opérationnelle d'hygiène de l'établissement, où il n'y avait à ce moment-là que la cadre hygiéniste et le médecin hygiéniste sur l'établissement qui était présent à 50%. Donc il manquait un temps plein. Je n'étais pas à ce moment-là, à l'époque, au courant de ce poste à pourvoir avant le Covid, mais ça faisait déjà plusieurs mois que le poste était à pourvoir. Donc, je suis venue renforcer l'équipe pendant 6 mois. Et ensuite, il y a eu une petite anecdote, c'est-à-dire que l'équipe, ma collègue cadre hygiéniste est tombée enceinte. Et du coup, je me suis retrouvée toute seule sur l'équipe d'hygiène en tant qu'infirmière et le médecin a décidé de partir aussi de l'établissement. Donc, pendant près d'un an, presque un an, je me suis retrouvée toute seule sur l'équipe d'hygiène après 6 mois de formation sur l'équipe d'hygiène sans avoir mon DU que j'ai passé ensuite sur l'année 2020-2022, donc le DU d'épidémiologie et d'hygiène hospitalière sur Nantes avec Didier Lepelletier.
Donc aujourd'hui, pour faire assez court, j'ai été donc je suis membre copile du GEPRI depuis 2023, mais je suis déjà membre active depuis 2022 sur le GEPRI. Aujourd'hui, on a retrouvé une stabilité sur l'équipe d'hygiène. J'ai une nouvelle cadre hygiéniste depuis 2 ans maintenant. Et depuis quelques jours maintenant, nous avons une nouvelle praticienne hygiéniste qui vient tout juste d'arriver sur l'établissement. Donc, on est au complet et comme c'est une activité qui est très dense sur l'établissement, on va pouvoir retrouver une grande stabilité sur notre équipe. Je ne l'ai pas dit précédemment, mais depuis 2020, j'ai pu développer une expertise notamment sur les cathéters et aussi au niveau du bloc opératoire suite à plusieurs problématiques qu'on a pu avoir sur l'établissement. Et récemment, on s'est vu proposer d'intégrer un groupe au sein du CEPIAS Pays de la Loire sur un groupe de travail au sein du bloc. Donc là, j'intègre ce groupe tout récemment. Donc j'espère pouvoir développer d'autres compétences et d'améliorer mon expertise auprès du bloc opératoire et d'en faire profiter aussi mon équipe et pourquoi pas aussi le GEPRI et l'ensemble des hygiénistes. Bientôt également, je vais aussi être formée en ATU en simulation en santé sur l'établissement. C'est quelque chose qu'on est en train de développer, la simulation en santé. Ma cadre hygiéniste, elle est déjà formée et formateur au sein du groupe simulation du CEPIAS Pays de la Loire. Donc voilà, je vais acquérir cette nouvelle casquette qui, j'espère, va pouvoir aussi renforcer mes compétences par la suite. Et dans un proche avenir, je l'espère, pouvoir aussi passer le DU sur l'antibiorésistance, du coup, pour toujours parfaire mes compétences, notamment en lien avec mon expertise sur les cathéters. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et merci de votre écoute. Merci Mélanie pour ton partage d'expérience. Du coup, je conclus que le fait d'avoir été jeune, formée et toute seule dans une équipe d'hygiène t'a pas découragée à poursuivre dans ce domaine. Donc, ça donne de l'espoir peut-être à d'autres personnes qui sont dans cette situation. Non, c'est vrai que c'était pas simple. Il y avait une préparation de certification, je l'ai pas dit, mais en même temps, et puis la crise Covid qui était en plein boom. Donc, tu as relevé plusieurs challenges en parallèle. Exactement. C'est pas un petite question pour par exemple une personne qui, toi, c'est la crise Covid qui t'a un peu permis de passer le pas et de te dire je vais devenir hygiéniste. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui hésiterait là à passer le pas aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors, c'est vrai que moi, sur mon établissement, du coup, c'était une espèce de pacte, c'est-à-dire que si au bout de 3 mois, ça me plaisait pas sur l'équipe d'hygiène, je pouvais réintégrer mon ancien poste. Donc, faut pas hésiter à essayer de trouver des compromis parce que effectivement, il a fallu pour moi avoir beaucoup de temps de réflexion. J'ai eu beaucoup de questionnements. Ça a pris plusieurs semaines avant de prendre ma décision de quitter mon équipe. Après presque 10 ans au sein d'une équipe avec une activité très technique auprès des patients, quitter les patients, c'était pas simple. Et puis, voilà, après c'est aussi un nouveau challenge, c'est aussi se réinventer et pouvoir développer d'autres compétences et aller sur des choses sur lesquelles on n'aurait pas pensé avant. Après, comme j'ai eu un parcours biologique au départ, une licence biologie, ça m'a un petit peu rappelé mes débuts de mon parcours professionnel. Voilà. Ok, et merci beaucoup parce que c'est vrai que il faut pas hésiter, comme tu dis, à trouver des compromis et à essayer en fait si c'est une spécialité qui pourrait nous correspondre. Donc c'est un bel exemple en tout cas. Et on va passer la main tout de suite à Isabelle qui va aussi nous partager son expérience, mais du coup plutôt sur le point de vue d'une biohygiéniste. Donc Isabelle, on va te passer la main.
Bonjour à tous. Vous voyez bien la présentation? On ne voit pas encore ta présentation, mais tu peux l'afficher sur ton d'accord. écran et on devrait la voir. Est-ce que c'est bon? Non. Ok, je vais essayer de refaire la manipulation. Voilà, on voit, tu peux te mettre en plein écran, en mode présentateur, pardon. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Non, tu es en mode, Alors, diapo commenté. attends, je vais essayer de refaire la manipulation. Ok. Je vais peut-être ouvrir le diaporama. Ok. Et est-ce que c'est bon? Toujours pas? Tu es en mode diaporama commenté. Et donc, il faut que je fasse quoi? Ah, là, c'est bon, parfait. C'est bon? C'est bon. Ok. Ouais, Il faut c'est juste parfait. enlever, avec la petite flèche rouge le petit parti de GoToWebinar. Oui, ça. Ok. Est-ce que, et là, c'est bon? Ouais, C'est nickel. parfait, merci. Ok. Désolée pour le retard à l'allumage. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. C'était un peu compliqué pour moi parce que voilà, ça m'a un peu obligée à revenir un peu en arrière. Je commence à être un peu ancienne dans la profession. Voilà mon parcours de formation, une formation classique de technicien de laboratoire en analyse biologique. Et en fait, pour répondre à la première question, pourquoi la PARI, ben, c'est totalement le fruit du hasard. C'est un concours de circonstances, c'est des rencontres au bon moment, et c'est notamment la rencontre en 95 avec la personne en charge de la formation des techniciens biogénistes. Et c'est aussi la rencontre avec le milieu hospitalier et notamment Bichat. Voilà, c'est un peu comme Obélix qui tombe dans la potion magique. Moi, je suis tombée dans la paillerie à ce moment-là, avec la découverte du milieu hospitalier et de la prévention du risque infectieux. Et puis après, une formation de gestion du risque nosocomial dans le cadre d'un DU. Et puis en termes d'évolution, finalement, il n'y avait pas trop d'opportunités, en tout cas pour les personnes qui sont issues de la filière technicien de laboratoire. Donc, c'est plutôt des statuts de type ingénieur ou cadre de santé. Et donc, moi, en 2016, j'ai donc monté à la fois un dossier RAEP et puis j'ai passé en parallèle un dossier concours sur titre pour accéder au poste de cadre de santé. Alors après, pour essayer d'expliquer un peu mon parcours professionnel, j'ai fait le choix de présenter finalement deux thématiques qui sont un peu le fil conducteur sur mon parcours professionnel. La première chose, c'est la période 96-2000. Moi, j'ai travaillé à temps partagé dans deux structures et sur deux thématiques un peu différentes. La première chose, c'était au sein de l'hôpital Bichat avec l'équipe d'hygiène. Et c'était surtout une activité de monitoring et de conduite d'études cliniques, soit localement dans l'hôpital. Et vous voyez que moi, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est voie veineuse périphérique, soit dans le cadre plutôt d'activités de techniciens d'études cliniques sur des études multicentriques de coordination, de relevé de données, de validation des données, notamment sur une étude qui a concerné, vous le voyez, 14 réanimations dans plusieurs structures de santé sur, à l'époque, les facteurs de risque de portage du SARM à l'admission en réanimation. La deuxième activité, c'est le fait d'avoir travaillé au GRS, qui est le GRS, donc c'est une association loi de 1901, créée dans les années 90 par des professionnels de santé et pour les professionnels de santé. Alors pour resituer un peu l'origine de cette association, on est dans les années 80-90, c'est l'arrivée du VIH, c'est l'arrivée du sida, c'est un virus qu'on ne connaissait pas, c'est une maladie qu'on ne savait pas traiter.
Et donc, on a vu arriver des contaminations professionnelles au décours de la prise en charge des patients à l'hôpital. Et donc, à ce moment-là, il a fallu pratiquement tout inventer, à la fois en termes de mesures du risque, de surveillance, à la fois en termes de méthodes de prévention, et on reviendra tout à l'heure, et à la fois en termes de circuits, ce qu'on appelle post-AES, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on a des soignants qui sont exposés à un risque infectieux. Et donc, vous voyez un peu tous les domaines d'activité de l'association. C'est une petite structure, hein, on était à peine 5 salariés, mais un gros réseau hospitalier au niveau national, avec une thématique qui a évolué par la suite sur le risque respiratoire et puis des actions à l'international. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc là aussi, un travail porté sur la conduite d'études, la gestion d'études. Il y a un certain nombre de publications qui sont présentées ici et qui sont des études qui visent soit à évaluer le risque, notamment la première étude chez le personnel infirmier, dans 32 établissements hospitaliers, qui a permis en fait de hiérarchiser les facteurs de risque de contamination et d'orienter les mesures de prévention, soit des études d'impact sur l'utilisation de matériel de sécurité. Ça a aussi été une grosse partie de l'activité de mon parcours professionnel. C'est tout ce qui est en lien avec les matériels de sécurité et les équipements de protection individuelle, et notamment le fait de travailler au sein d'une commission matérielle qui amène une expertise, une évaluation des dispositifs, la définition de critères de choix, des études terrain qui nous ont permis par la suite justement de regarder quels étaient les meilleurs dispositifs pour prévenir le risque, et à cette occasion une rencontre avec les fabricants pour faire évoluer les choses. Donc un ensemble d'informations qui sont disponibles dans ce qu'on appelle les guides des matériels de protection, qui sont maintenant disponibles, si vous le souhaitez, sur un lien intranet. Des actions à l'international, et moi j'ai eu dans le cadre de cette activité la chance de partir dans beaucoup de pays, notamment en Afrique subsaharienne. Alors beaucoup au Niger, vous voyez 17 missions, mais pas que dans ce pays-là. C'est des partenariats hospitaliers dans le cadre d'Expertise France ou de l'AFD. Donc ça, il y a beaucoup d'hôpitaux en France maintenant qui s'engagent dans ce type d'activité, et je trouve que c'est très enrichissant d'un point de vue professionnel. Alors moi, c'était plutôt une thématique là aussi sur les risques professionnels. L'idée étant d'accompagner les équipes localement à mettre en place des programmes de prévention, bien sûr des programmes qui doivent s'adapter aux spécificités locales en termes de ressources humaines et surtout de ressources financières. Et puis dans ce cadre-là, la possibilité de participer à des comités d'organisation, notamment plusieurs colloques qui ont été faits en Afrique, ou la rédaction de guides à l'intention des équipes, notamment sur la partie surveillance et hygiène des mains. Puis après, j'ai intégré à temps plein l'équipe de Bichat. Donc, vous le voyez, un établissement hospitalier d'un peu plus de 900 lits, avec une spécificité qui est celle du risque épidémique et biologique, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, en tant que technicienne biogéniste, puis après en tant que faisant fonction cadre en septembre 2010, et puis le passage de la RAEP et du diplôme d'accès au concours de cadre, avec une partie de l'équipe qui est présentée ici. Une activité bien sûr dans l'établissement, mais aussi le fait qu'on soit regroupé au sein d'un groupement d'hôpitaux, la PHP Nord Paris Université, et donc la possibilité de travailler en inter-équipe d'hygiène. Alors des missions, alors je parle des missions qui sont hors cadre, mais qui sont assez classiques dans les équipes d'hygiène, mais peut-être vous voyez que moi finalement j'ai des missions qui sont en lien avec beaucoup de thématiques, et des choses qui sont sur la partie droite de la diapositive, des choses qui sont en lien avec la surveillance, la résistance bactérienne, la gestion et l'investigation d'épidémies, et finalement contrairement peut-être à d'autres techniciens de laboratoire, très peu d'activités au laboratoire, moi pratiquement pas du tout, tout au long de mon parcours professionnel. Les seules activités aujourd'hui sont en lien avec notamment la réalisation des tests rapides dans le cadre de la gestion d'épidémique des patients BHRE. Et puis sur la partie gauche, tous les aspects de formation, audit de pratique, tout ce qui est rédaction, protocole de soins. Bien sûr, un volet important qui concerne la protection des soignants et le dispositif REB Orpsan, sur lequel je reviendrai tout à l'heure.
Alors, cette partie risque professionnel, ça m'a permis d'aller aussi dans des groupes de travail, soit régionaux, soit nationaux, notamment sur la période, je dirais, de 2005 à 2015, le fait de participer au comité de pilotage, soit de l'interrégion Nord, soit du réseau AES national, sur la surveillance des accidents exposants au sang. Mais vous voyez aussi sur le comité de pilotage sur l'audit national sur les voies veineuses périphériques, plutôt des travaux en relation avec l'INRS, qui est l'Institut national de recherche et de sécurité, à la fois, par exemple, sur les vêtements de protection face aux maladies émergentes, mais aussi un travail important sur le risque respiratoire et tout ce qui est finalement l'utilisation des APR en milieu de soins. Et plus récemment, groupe de travail en lien avec la SF2H dans le cadre du GRS sur des recommandations qui vont arriver bientôt, prochainement, sur le port de gants lors des injections intramusculaires ou sous-cutanées. Et aussi un groupe de travail avec le SFM, la Société française de microbiologie, sur l'aspect RED Biotox. Voilà, avec l'idée de partager les expériences des sites concernés par cette thématique. Alors, recherche et communication, moi j'ai eu beaucoup de chance de participer à beaucoup de travaux, à la fois des travaux qui avaient l'objectif de valoriser un peu toutes nos bases de données de surveillance. On a un historique dans l'établissement sur plusieurs surveillances avec des données qui sont là, qui existent depuis très longtemps, ou des travaux de recherche qui ont été montés ponctuellement dans l'hôpital en termes d'investigation. Et donc, effectivement, la possibilité de travailler avec ce côté un peu multidisciplinaire, équipe médicale, versant universitaire, statistique, et des travaux qui ont parfois amené à des présentations, soit en session orale ou en communication affichée à différents congrès nationaux, et puis la possibilité d'animer depuis un certain nombre d'années des ateliers à la SF2H sur le versant risque professionnel notamment. Alors, par exemple, deux thématiques sur lesquelles j'ai été amenée à travailler récemment, PREV EPC, qui est une étude qui est en cours actuellement à l'hôpital Bichat, qui vise à évaluer la prévalence et les facteurs de risque de portage EPC à l'admission. Et puis, un autre travail sur lequel j'ai été amenée à travailler en lien avec le GRS, qui concerne les pratiques vaccinales, grippe et coqueluche, notamment en maternité, à la fois chez les femmes enceintes et les professionnels. Alors, le risque épidémique et biologique REB, ça, c'est une activité importante dans notre établissement. Et c'est ce que je vous présente, c'est le fruit, en fait, d'un groupe de travail multidisciplinaire, encore une fois, dans nos structures de santé. Pour faire simple, le plan Orsan, c'est le plan qui a été mis en place au niveau national pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles. Et nous, on est plutôt mobilisés sur le versant REB, qui est le risque épidémique et biologique, qui est à la fois un plan de réponse face à l'utilisation d'armes biologiques dans le volet biotox, et soit face à l'apparition et l'émergence de maladies infectieuses à potentiel épidémique, clairement ce qu'on a pu vivre ces dernières années avec le Covid. L'objectif étant à la fois d'assurer la prise en charge des patients avec des maladies hautement transmissibles et donc d'éviter sa transmission dans le cadre de la prise en charge de ces patients. Alors, il y a un maillage territorial. Alors, on n'est pas les seuls. Il y a plusieurs établissements, notamment Bordeaux, qui fait partie du maillage des établissements de référence. Bichat est en établissement régional et national, et notamment pour tout ce qui est agent de niveau 4, par exemple, notamment les patients atteints ou suspects de fièvre hémorragique virale. Alors, le dispositif, pour faire rapide, vous voyez que ça concerne à la fois l'hospitalisation, les services cliniques, les maladies infectieuses, la réanimation, les urgences, enfin effectivement toute porte d'entrée potentielle à l'hôpital. Et puis il y a un versant laboratoire, puisqu'on dispose d'un laboratoire de niveau L3 avec des équipements spécifiques, la possibilité de faire des diagnostics sur place, et puis aussi un versant de biologie au lit du patient. Et donc, nos missions à nous, EPRI, et notamment mes collègues cadres, et médecins et moi-même, c'est, voilà, vous voyez, c'est de définir les circuits, à la fois des patients et des prélèvements, c'est
définir les procédures d'habillage, rédiger l'ensemble des procédures de la prise en charge des patients et des prélèvements. Un pôle très important qui concerne la formation des professionnels et peut-être une spécificité qui est la supervision quand on est en situation d'alerte, sur laquelle je reviendrai rapidement en fin d'intervention. Vous voyez que c'est des choses qui sont pas très classiques, qui sont compliquées, et donc le maintien des compétences, ça passe par notamment la réalisation d'exercices, soit en interne, soit régional. Et puis cette thématique d'activité, ça nous oblige aussi à d'avoir des avis sur l'achat d'équipements ou d'équipements de protection individuelle, mais c'est aussi tout le travail que l'on a notamment dans la construction du nouvel hôpital, qui est en cours et dans lequel, par exemple, on est amené à donner notre avis à la fois sur l'organisation, la construction des services cliniques et pour ma part, notamment sur le laboratoire L3. Alors voilà rapidement, mais ce qu'on peut être amené à en faire en termes de superviseur, mais l'idée étant, quand on est en situation d'alerte sur des agents hautement transmissibles, on est là pour accompagner les équipes sur la prise en charge du patient, pour rassurer les équipes et faire que tout finalement se passe bien à la fois des professionnels de santé et du patient. Et vous voyez que les champs d'intervention sont larges puisque ça concerne la prise en charge du patient, la gestion du circuit, tout ce qui est procédure d'habillage, déshabillage, la supervision des soins dans les chambres des patients, la gestion des prélèvements, etc., etc. Donc peut-être une spécificité de l'établissement dans lequel je travaille et sur une thématique sur laquelle je suis amenée à travailler en collaboration avec mon collègue. Donc quelques photos rapidement, mais voilà, pour vous montrer que ce type d'activité, c'est pas des choses qui sont classiques, qui sont du quotidien et que donc ça demande beaucoup de choses en termes de formation et d'accompagnement des équipes, à la fois sur le versant clinique et à la fois sur le versant laboratoire. Pour finir, je dirais que moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée par beaucoup de personnes qui m'ont permis d'évoluer tout au long de mon parcours professionnel. C'est eux qui m'ont formée, qui m'ont peut-être poussé à certains moments à porter des sujets, des thématiques sur lesquelles qui n'étaient pas de mes compétences initiales. Et donc j'en profite ici pour remercier toutes ces personnes. Et peut-être voilà, pour finir cette présentation, pour voilà, inciter peut-être les personnes à venir dans la PRI, juste pour vous dire que c'est un métier qui est passionnant, sur lesquels il y a beaucoup de choses à gérer, à comprendre, à accompagner et très enrichissant d'un point de vue humain et professionnel. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation avec un parcours très très riche, très très atypique et dans lequel on voit que vous êtes passionné par le métier, effectivement. Moi, j'avais juste une petite question un peu de curiosité. Je voulais savoir un peu ce que ça vous apportait au quotidien, les missions que vous aviez pu exercer, notamment à travers le GRS à l'étranger, et, notamment en Afrique. Alors, je dirais que, en fait, le fait d'aller un peu à l'étranger comme ça sur des missions de collaboration, c'est un peu aussi une soupape d'oxygène. C'est-à-dire que parfois, on est un peu dans le quotidien, donc à l'hôpital, et je trouve que c'est assez intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et nous, on apporte quelque chose, j'espère en tout cas, aux équipes localement, mais aussi on nous rapporte aussi beaucoup en retour. Et ça nous permet peut-être de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire dans notre activité au quotidien, et ça nous pousse à faire des choses, à monter des dossiers, par exemple, pour des appels d'offres, donc ce genre de choses. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très enrichissant d'un point de vue humain et à la fois d'un point de vue professionnel. D'accord. Il y a beaucoup de demandes, donc voilà, j'invite toutes les personnes qui sont intéressées à participer parce qu'il y a plein de programmes de collaboration qui sont sur la prévention du risque infectieux. D'accord, merci.
Juste une autre question aussi, un peu dans le même principe, c'est au vu de votre parcours, en fait, en tant que technicienne, comment vous avez réussi en fait, à appréhender vraiment de travailler dans les soins et avec des soignants en dehors du laboratoire? En fait, ça n'a pas posé du tout de problème de venir d'une filière de laboratoire. Je crois que c'est aussi dû à la formation, à cette troisième année post-BTS de certificat de génie hospitalière où c'est vraiment une formation où on est en alternance avec un stage sur le terrain. Et oui, et ça n'a pas été non plus difficile de ne pas avoir finalement un parcours de soignant sur les projets que j'ai pu conduire par la suite, notamment, je pense, aux voies veineuses périphériques. Hein. Moi, je suis pas infirmière de base, hein, donc on aurait pu penser que ça pose problème pour gérer ce type de thème ou de dossier. Et ça se fait assez facilement quand on a, je dirais, les bonnes personnes autour de nous. Voilà. C'est-à-dire que moi, je me suis construite professionnellement et j'ai été formée beaucoup sur le terrain avec des professionnels autour de moi, issus des filières différentes, médicales ou paramédicales. Et ça m'a permis après de me construire et de pouvoir intervenir hors du laboratoire et dans les services cliniques. Très bien. Merci beaucoup. T'entends pas, Margot? Pardon, l'erreur de débutant. Non, je disais merci parce que je trouve que c'est une belle, même tous des très belles présentations qui nous montrent encore une fois qu'être hygiéniste, c'est 1000 métiers différents à la fois et que on n'a jamais fini de se former finalement. On a toujours des perspectives d'évolution possibles chacun dans nos cœurs de métier. Et du coup, je trouve que voilà, ce webinaire en tout cas a permis de le montrer. Et en plus, on n'a même pas pu partager non plus tous les autres métiers, notamment le rôle des équipes mobiles d'hygiène, enfin voilà, toutes ces spécificités qui n'ont pas été abordées ici, mais qui sont évidemment hyper importantes dans les équipes d'hygiène. Donc merci en tout cas, moi, c'est le mot de la fin pour moi, mais merci pour ça. Du coup, visiblement, il y a pas d'autres questions. Et Non. on est pile poil à temps. Il est 13h57. Merci beaucoup, Stéphane et Margot, pour la modération. C'était super. Et merci à tous nos intervenants, parce que c'était extrêmement riche. Et ça nous a permis de voir que on peut faire plein de choses vraiment différentes. Il suffit d'être passionné par la PRI. Donc, pour le côté non médical, c'est fini pour aujourd'hui. Ça sera bien sûr disponible en replay sur le YouTube de la SF2H. Rapidement, je pense, d'ici ce week-end. On va essayer de vous mettre ça en ligne très vite. Et puis, la semaine prochaine, on fait la partie médicale. Donc, on vous a fait un programme et des intervenants aussi très variés avec des retours d'expérience également. Et j'en profite aussi pour vous dire que si vous ne suiviez pas déjà le GPRI sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à le faire parce qu'on vous communique pas mal de choses, notamment avec le congrès qui arrive. On a pas mal de choses prévues, notamment une petite surprise qui sera dévoilée demain. Voilà, j'ai fait mon petit teasing et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et je vous remercie tous à nouveau. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci.